complet de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir. Les grandes articulations. Pour la campagne présidentielle, les chèques sont remis individuellement aux 9 candidats retenus, une assistance de l'État pour les frais de campagne. Juste après, 54 véhicules sont remis au démembrement de la Direction générale des élections. Développement local, les impacts positifs pour la commune rurale de Koubia, plus de 9 km seront revêtus de bitume de qualité, une réponse du gouvernement en matière de mobilité. L'accent est mis sur le respect du délai et de la qualité. Open Africa de judo, le Cameroun a reçu la compétition, c'était du 21 au 23 novembre, 20 pays ont pris part à cet événement sportif. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Indépendance de la République fédérale d'Allemagne, événement de portée historique et diplomatique, une commémoration consacrée à l'unité. Nombreuses personnalités ont répondu à l'invitation. Son assaillant. Les hymnes nationaux de la Guinée et de l'Allemagne donnent le ton d'une cérémonie à forte portée historique et symbolique. Ils ouvrent la soirée de commémoration de la fête nationale allemande dédiée au jour de l'unité qui marque la réunification de la République fédérale d'Allemagne le 3 octobre 1990. Dans son discours, l'ambassadrice d'Allemagne rappelle la dimension historique de cette réunification, un tournant décisif pour l'enracinement de la démocratie. Nous avons des racines profondes dans nos relations et rien n'est blanc et noir, mais il faut rester en contact et être franche. Les relations sont amicales, les gens ici sont toujours optimistes, très gentils. Donc c'est vraiment un plaisir d'être ici. Organisée dans l'enceinte de la résidence officielle de l'ambassadeur, la cérémonie réunit de hautes autorités guinéennes, des membres du corps diplomatique et des représentants d'institutions partenaires. Des prestations culturelles sobres mais éloquentes mettent en lumière la richesse artistique des deux nations. Je formule le vœu ardent que l'exemple allemand continue d'inspirer les générations présentes et futures et que l'amitié guinéo-allemande, fondée sur la confiance, le respect et la coopération, continue de se renforcer pour le bien de nos deux pays. La réception s'achève dans un climat de cordialité autour d'un banquet protocolaire. Une soirée qui permet à la Guinée et à l'Allemagne de réaffirmer côte à côte leur attachement commun aux valeurs universelles de paix, d'unité, de stabilité et de coopération durable. À Londres, Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale, ouverture de la 34e session, la Guinée réaffirme sa volonté de participer aux activités de cette institution, notamment dans les domaines de la transition énergétique et la sécurité maritime. Le message de Conakry est transmis par l'ambassadeur de la Guinée auprès du Royaume-Uni. Safiatou Kondé. Le transport maritime connecte les populations et les États du monde. 90% du commerce mondial passe par la mer, une grosse responsabilité qui incombe aux États membres de l'Organisation maritime internationale. Ce rôle fondamental incite l'OMI à déployer tous les efforts pour trouver des solutions durables aux différents défis. D'où ce message de la Guinée porté par son Excellence l'ambassadeur Ali Diallo sur les réformes actuelles engagées par notre pays. La République de Guinée a entrepris sous l'impulsion du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, un vaste programme de réforme visant à moderniser la gouvernance maritime à travers l'adaptation du cadre juridique et législatif et réglementaire aux mutations qui s'opèrent dans le secteur, le renforcement de la sécurité et de la sûreté, la protection du milieu marin et le développement des infrastructures portières. Ces réformes ont été rendues nécessaires par la croissance soutenue de l'économie portée par le secteur minier, dans le méga-projet Simandou, le plus grand projet intégré de fer au monde. En tant que partenaire actif et résolument tourné vers une gouvernance maritime sûre et durable, la Guinée, dans sa déclaration générale, a réaffirmé son attachement aux idéaux de l'OMI. Tout en réaffirmant notre volonté de participer activement aux activités de l'OMI,
en matière de transition énergétique, de formation, de promotion et d'encadrement des gens de mer, de transport maritime durable et inclusif. Nous réitérons notre attachement aux idéaux et aux principes de l'OMI, en restant un partenaire engagé dans la mise en œuvre des conventions maritimes et dans la préservation de notre patrimoine marin commun. Cette 34e session de l'OEAMI réunit élites et experts du monde maritime de plus de 176 États. Elle plante le décor sur les progrès réalisés, mais aussi sur les défis croissants du domaine maritime. Les travaux, démarrés ce 24 novembre à Londres, se poursuivent jusqu'au 3 décembre 2025. Retour à Conakry, dernière journée de l'évaluation des départements ministériels. Une activité pilotée par la primature. Des avancées, des contraintes et des perspectives sont présentées. Ce sont plusieurs départements. On cite en exemple la santé, la communication et la culture. Ousmane Bangoura, compte rendu. Pour cette dernière journée d'évaluation, le ministère de la Justice a dressé un tableau contrasté de l'exécution de son plan d'action opérationnel 2025. Des avancées ont été relevées en matière de modernisation des services judiciaires, de formation et de promotion des droits de l'homme. Le ministère de la Santé a mis en avant ces avancées majeures en 2025. La modernisation des infrastructures sanitaires s'est accélérée avec la construction de 4 hôpitaux régionaux, l'installation de centrales d'oxygène, d'incinérateurs et la création de centres de santé de proximité. Lorsque nous prenons l'offre de soins, les résultats sont très bien puisque en termes d'infrastructure, aujourd'hui on va construire 4 hôpitaux régionaux en Guinée, des hôpitaux modulaires qui sont des hôpitaux de référence aussi. Nous avons eu la construction de plusieurs centres de santé et pour pouvoir accueillir la population à la base. Le ministère de l'Information et de la Communication a présenté des progrès significatifs dans l'extension de la couverture nationale en radio et télévision. Des radios rurales ont été renforcées, tout comme les stratégies de communication et la modernisation des politiques nationales de l'information. Notre premier objectif, si on réussit déjà cet élément-là, c'est de faire en sorte que les Guinéens, où qu'ils soient sur l'ensemble du territoire national, puissent accéder à la télévision et à la radio nationale. Et ensuite, les communautés à la base, pour que leur information soit relayée, parce que ces médias-là sont des médias de proximité. Le ministère de la Jeunesse inscrit son action dans une dynamique de transformation. Parmi les réalisations phares, la mise en service prochaine des émergences de Bambeto et de Sangoya, la construction de nouvelles maisons des jeunes et l'élargissement des programmes de formation. Les mêmes mots génèrent les mêmes difficultés, donc le retard des paiements, le retard de la mise en œuvre des projets, le retard d'exécution des projets au niveau de certaines entreprises, etc. Donc autant de difficultés nous avons connues, mais qui sont les difficultés qui seront bien évidemment corrigées au cours de l'année 2026. Le département entend poursuivre la modernisation des équipements et renforcer l'accompagnement des fédérations malgré des contraintes budgétaires et logistiques. Aujourd'hui, les infrastructures sportives qui sont en train d'être finalisées, qui sont presque livrables, prêtes à être livrées aujourd'hui, notamment le stade de Nongo qui est en bonne exécution, et puis également le stade de 28 septembre aussi, dont nous venons de recevoir une évaluation de la CAF qui est plutôt positive. Le ministère de la Promotion féminine a exposé ses actions en faveur de l'autonomisation des femmes, de la protection des droits et de la mise en œuvre de programmes de leadership féminin. Avant, on avait des filles qui n'étaient pas scolarisées. Aujourd'hui, vous êtes dans des salles de classe, vous trouvez suffisamment de jeunes filles. Ça veut dire qu'en la matière, qu'il y a de progrès. Avant, il y avait des enfants qui étaient beaucoup victimes de viols, victimes de bâtonnage. Mais aujourd'hui, c'est pas chose faite. Au moins, il y a la communication là-dessus qui permet de savoir qui fait quoi. Le ministère de la Culture a présenté ses avancées dans la préservation du patrimoine, la rénovation de plusieurs infrastructures culturelles et la promotion des arts. Nous avons pu inscrire au patrimoine de l'UNESCO des biens matériels et immatériels au compte de la Guinée, et également Conakry est retenu dans le réseau des villes créatives de l'UNESCO, et le BGDA, le Bureau guinéen des droits d'auteur, également affiche une performance élevée et a aussi apporté des dividendes et des résultats très probants dans l'atteinte de nos objectifs. Le ministère du Tourisme mise sur la valorisation des sites naturels, la promotion de nouvelles destinations et l'amélioration de l'accueil touristique. Notre pays est un
pays touristique. Nous avons des plages les plus belles, je dirais, de la sous-région. Nous avons des sites qui font l'objet de convoitises. Donc les objectifs du ministère, c'est de trouver les voies et moyens de promouvoir, n'est-ce pas, ces sites-là pour que la Guinée puisse être une destination touristique. L'optimisation des circuits de traitement des dossiers reste au cœur des priorités du secrétariat général du gouvernement, avec pour objectif de renforcer l'efficacité de l'action publique. Aujourd'hui, la mise en ligne du journal officiel. Vous savez, hier, vous, à la recherche de l'information, c'était la croix et la bannière pour vous. Mais aujourd'hui, vous pouvez rester à travers votre portable, cliquer et puis avoir toutes les informations, surtout quand vous êtes à la recherche des textes. Le secrétariat des affaires religieuses a exposé ses efforts en matière d'encadrement des lieux de culte, des formations des encadreurs religieux et d'organisation des grands événements spirituels. Le concours national, nous voulons l'ériger en concours international, mais nous attendons des financements pour que nous puissions vendre l'image de la Guinée dans le sens vraiment de la mémorisation et de la compréhension saine des textes religieux. Mais je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. La commission d'évaluation réaffirme l'importance de cet exercice, souligne les efforts déployés par l'ensemble des départements et met en exergue les enjeux clés qui marqueront la phase finale du processus. Il ressort pratiquement de ces 4 jours d'activité intense une satisfaction du pool d'évaluateurs. Satisfaction dans la mesure où il y a une large appropriation des sectoriels du Caneva, de l'outil qui a été mis à leur disposition. En plus, ce qui est beaucoup plus important, il y a eu des réalisations significatives dans tous les secteurs. Je dis bien dans tous les secteurs. De ce fait, nous nous réjouissons. Certes, il y a eu l'émission, n'est-ce pas, par ces sectoriels, certaines difficultés, non les moindres. Il est de notre ressort désormais de les examiner, les rapporter au niveau de monsieur le Premier ministre du gouvernement. À lui, de rapporter également au président de la République, Mamadi Doumbouya, pour des mesures d'amélioration pour l'exercice budgétaire 2026. Avec la clôture de cette dernière journée, la commission d'évaluation dispose désormais d'une vision globale de l'état d'exécution des engagements gouvernementaux pour l'année 2025. Les recommandations finales permettront d'ajuster les stratégies, corriger les insuffisances et poursuivre la dynamique de performance impulsée par la primature. C'est l'une des dominantes de l'actualité nationale. Conférence de presse ce mercredi à Conakry. Le ministre, porte-parole du gouvernement, présente les avancées de la Guinée et les réformes dans le secteur des transports. Les résultats attribués à la gouvernance actuelle pour le bien-être de la population. Abraham Christophe Conté. Le gouvernement guinéen se veut optimiste quant à l'évolution de la situation économique nationale. À l'occasion d'une conférence de presse tenue à Conakry, le porte-parole du gouvernement a présenté un tableau qu'il qualifie de rassurant sur les avancées économiques du pays et les progrès réalisés dans le secteur du transport. Selon lui, la Guinée enregistre une amélioration notable de plusieurs indicateurs économiques. Selon le FMI, en octobre 2025, notre pays a enregistré une croissance de 7,1%, ce qui est attendu pour la fin de l'année. Ce sera donc l'une des plus élevées de l'Afrique subsaharienne. Et en 2026, la perspective va nous amener à titiller les 10%, ce qui va confirmer la solidité de notre économie et l'efficacité des réformes engagées dans ce domaine. Tout ceci parce que l'inflation a été particulièrement bien maîtrisée. Elle reste aujourd'hui contenue autour de 3%. C'est l'un des taux les plus bas de la sous-région. Les réserves de la Banque centrale se consolident. Nous avions en 2024 1,2% du mois d'importation en réserve monétaire. Aujourd'hui, nous sommes à 3,3%. Quasiment un an après, c'est quasiment un triplement des réserves, ce qui est très important, qui conforte la stabilité de notre monnaie nationale
ou du moins chacun d'entre vous le voit quotidiennement, on n'a pas de grande variation entre le franc guinéen et les devises étrangères. Dans le domaine du transport, le gouvernement met en avant des chantiers jugés structurants, parmi lesquels la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, des infrastructures routières, l'extension du réseau ferroviaire lié à l'exploitation minière et la réhabilitation de certains axes stratégiques pour désenclaver l'intérieur du pays. Cette question de Simandou, comme vous le savez, a donné lieu à certaines polémiques entretenues par les leaders. Notamment, on a comparé les 15% du Simandou, dont on a mis en avant, et les 49% de la CBG obtenus en 1963. En 1963, effectivement, dans la concession de la CBG, l'État guinéen a obtenu 49% des parts de la compagnie. Mais ces 49%-là, c'est le coût du financement du chemin de fer qu'on a créé Kamsar Sangarigila. C'est le coût du financement de la cité, la CBG. C'est le coût du financement des infrastructures du port de Kamsar. Tout ceci, c'est des dettes qu'on a données à la Guinée. Le Simandou, il y a 4 blocs. Tout le monde est au courant. Il y a le bloc 1 et 2 qui appartient à Wheeling et dont la concession est basée sur la dernière loi minière, le code minier, qui dit que chaque fois que l'État guinéen cède ou concède une concession de cette nature, l'État récupère 15% de la valeur du capital de l'entreprise auquel on a concédé. Donc c'est l'application mécanique de la loi qui a permis d'avoir les 15% du bloc 1 et 2 du Simandou. Le porte-parole du gouvernement rassure que ces initiatives s'inscrivent dans une vision globale visant à dynamiser l'économie nationale et à améliorer les conditions de vie des populations. Il promet de communiquer régulièrement sur l'évolution des différents chantiers afin de garantir, dit-il, plus de transparence et de proximité. Avant l'ouverture de la campagne présidentielle, chacun des 9 candidats retenus reçoit le chèque, une contribution de l'État pour les frais de campagne. Juste après la remise des chèques, 54 véhicules sont mis à la disposition des démembrements de la Direction générale des élections. Amadou Touré. L'ouverture de la campagne présidentielle et conformément au code électoral, les 9 candidats retenus pour le scrutin du 28 décembre 2025 ont reçu de la Direction générale des élections leur chèque. Il s'agit des montants prévus par la loi électorale et mis à la disposition de chaque candidat comme assistance pour les dépenses de campagne. Établissez vos programmes de campagne. J'ai reçu des propositions aujourd'hui sur un maillage du programme pour éviter que 2 candidats ne se retrouvent au même moment dans une commune. Donc on va ensemble aussi faire un maillage par rapport à mon programme. Juste après cette cérémonie, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a procédé à la remise de 54 véhicules aux directeurs régionaux, préfectoraux et aux 13 directeurs communaux des directions de la zone spéciale de Conakry. Ils sont tous dotés, n'est-ce pas, des moyens roulants pour améliorer leurs conditions de travail, pour que, n'est-ce pas, les élections se passent dans les conditions d'apaisement. Nous devons organiser ces élections dans la transparence. Nous allons traiter tous les 9 candidats d'une manière équitable. Mon nom personnel et au nom de tous nos collègues directeurs préfectoraux et régionaux, nous nous engageons à utiliser à bon escient ces agents qui nous ont été remis ce matin par M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, uniquement strictement dans le cadre du service. Pour ceux qui nous ont suivis dans le scrutin référendaire, nous nous sommes engagés à travers notre directrice qui nous a parlé de l'impartialité de traiter tout le scrutin. Et cette fois-ci, nous venons d'une formation, nous suivrons les mêmes principes et l'égalité. Tous les 9 candidats seront traités sur le même pied d'égalité. Ces différentes actions ont pour objectif l'organisation d'un scrutin présidentiel juste, impartial, crédible, dont les résultats seront librement acceptés par tous les 9 candidats en lice. Justice, Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Récemment, 6 cadres ont rejoint cette juridiction. Ils ont les profils d'inspecteurs des finances et d'ingénieurs chimistes. La prestation de serment est effective. Aboubakar Amikamara, Kerno Younusaba.
Ils sont 6 cadres récemment nommés à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, dont 3 inspecteurs des finances et 3 ingénieurs suisses laborantins. Ils ont prêté serment ce mardi devant les magistrats de la Cour. Cette étape a été mise à profit pour rappeler ces cadres l'importance du serment ainsi que les conséquences en cas de violation de ces engagements. Qu'est-ce que le serment? Qu'est-ce qu'il représente? Quelles sont les conséquences liées à sa violation? Le serment est un engagement solennel sur la moralité, sur la société, sur votre comportement. Ce serment est divisé, Monsieur le Président, en 2 parties essentielles. La première partie, c'est l'engagement solennel des récipiendaires et la seconde, la conséquence liée à la violation de ce serment. Ces nouveaux promis auront désormais la mission de fournir des rapports destinés à aider les magistrats dans leur prise de décision. Ils s'engagent à servir avec loyauté et intégrité. Nous sommes déterminés, nous servons la République. Nous sommes déterminés à accompagner les magistrats parce qu'il faut quand même éviter qu'un citoyen innocent se retrouve en prison. Et nous serons là pour éclairer la lanterne sur des dossiers financiers qui seront soumis, allons les expliquer, les tenants et les aboutissants. Donc nous sommes pleinement engagés, pleinement déterminés, motivés à faire le boulot pour la République. Cette cérémonie à la CRIEF qui a pour mission de lutter contre les infractions économiques, le détournement, la corruption et le blanchiment des capitaux. Une volonté des autorités guinéennes qui vise à contribuer efficacement à la gestion des services publics de l'État. Dans l'actualité toujours, présentation et validation du rapport de faisabilité des zones économiques de Boké et Kankan, une activité placée sous la tutelle du secrétariat général de la présidence. Plusieurs organisations étaient de la partie. Adjudant-chef Aboubakar Kamano de la presse militaire. L'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales et des zones industrielles ADAZ, sous la tutelle du secrétariat général de la présidence de la République, a organisé ce mercredi 26 novembre 2025 l'atelier national de présentation et de validation du rapport de faisabilité des zones économiques spéciales de Boké et Kankan. L'événement a réuni institutions publiques, comités de pilotage, organisations socio-professionnelles, structures techniques et partenaires techniques et financiers. La validation du rapport marque une étape majeure pour ce programme soutenu par la Banque africaine de développement, aligné sur la vision de son Excellence le Président Mamadi Doumbouya et vise la création de pôles agro-industriels pour réduire les importations, renforcer la sécurité alimentaire et attirer l'investissement privé. La création des zones de transformation agro-industrielle s'inscrit dans la vision du gouvernement de son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, qui est celui de bâtir un pays à économie prospère avec une agriculture compétitive, durable et génératrice de valeur ajoutée. Les zones spéciales de Boké et de Kankan ont été identifiées comme des pôles agro-industriels à fort potentiel, capables d'impulser une transformation structurelle de nos chaînes de valeur agricoles et de créer des emplois décents et de renforcer durablement notre sécurité alimentaire. Les études de faisabilité qu'on présentées aujourd'hui marquent une étape déterminante dans l'opérationnalisation du programme, en particulier de sa composante 2 qui porte sur le développement des infrastructures d'appui à la transformation agricole. Et ces études offrent une analyse rigoureuse du potentiel agricole, des zones ciblées, des infrastructures à mettre en place, du climat des affaires, des impacts socio-économiques attendus, ainsi que des dispositifs institutionnels et financiers nécessaires à la mise en œuvre. Ces résultats constituent une base solide pour une planification cohérente, alignée sur des standards internationaux et pour la prise de décision éclairée en vue des prochaines étapes. Le secrétariat général de la présidence salue la tenue de cet atelier qui constitue un espace privilégié d'échange, de partage d'expériences et d'appropriation des résultats. Au nom de Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence, je vous invite à y participer activement, à formuler des recommandations constructives et à vous engager chacun à son niveau pour la réussite de cette ambition nationale.
Les études réalisées couvrent l'analyse des filières, le choix des sites, les aménagements, l'impact environnemental et social, les analyses économiques et financières et les modèles de gouvernance. Cette présentation du rapport de faisabilité a suscité des échanges qui ont permis de formuler des recommandations pour améliorer le rapport provisoire. Le PDZ-STA, c'est le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle. C'est un programme qui a été financé avec l'appui de la BAD à hauteur de 550 millions d'unités de crédit. Le programme prévoit la mise en place de 10 agropoles. Nous sommes aujourd'hui à la première phase qui prévoit 2 agropoles, notamment un à Bokeh et un à Cancan, à hauteur de 156 milliards de nos francs. Donc le PDZ-STA est sous la coupole de la DAS, qui est l'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales, rattachée à la présidence. Au sein du projet, nous avons un comité de pilotage qui est mis en place et qui rassemble déjà tous les partenaires stratégiques et nécessaires pour justement l'atteinte de l'objectif du projet, qui n'est autre que de garantir l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi réduire les importations. Il est prévu dans le projet d'aider les producteurs agricoles à aménager leur sol, à les aider en termes d'irrigation et aussi à les aider à transformer, à stocker les produits qui pourront après être mis à disposition des usines de transformation. Il est prévu non seulement que ce soit desservi pour le marché local et aussi prévu pour l'exportation. Une synthèse de contribution a été présentée avant la clôture. Les recommandations portent sur la gouvernance, les infrastructures, l'intégration des organisations paysannes et du secteur privé, ainsi que la prise en compte des spécificités socio-économiques et environnementales. Elles seront intégrées à la version finale du rapport pour lancer la phase opérationnelle. Cette validation représente une avancée majeure vers l'implantation des pôles agro-industriels de Bokeh et Cancan. Le programme global vise à transformer les chaînes de valeur agricole, créer des emplois et renforcer l'autonomie alimentaire. Adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, le programme intégré de développement déroule son agenda. Conakry abrite le 6e comité de pilotage et la question, entre autres, de promouvoir les actions durables. Mohamed Chérif Kamara. La Guinée a abrité la 6e session du comité de pilotage du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. L'idée est de renforcer la résilience climatique des communautés, restaurer les écosystèmes dégradés et améliorer les conditions de vie des populations riveraines. Ce programme consiste à développer la résilience de l'écosystème dans les bassins de fleuve Niger et les populations riveraines qui bénéficient des produits et des fruits de ce fleuve important d'Afrique de l'Ouest. En évaluant de l'an dernier à cette année, nous les usagers, nous sommes en tout cas contents, nous sommes satisfaits, d'autant plus que il y a 4 ou 5 ans, ce PUDAC-là n'avait pas bougé. C'est cette unité qui vient d'être installée l'an dernier qui a fait bouger le bassin et qui est en train de laisser des traces au niveau du bassin. Au cours de cette session, les participants, représentants institutionnels, partenaires techniques et experts environnementaux ont passé en revue le niveau d'exécution des activités engagées sur le terrain. Ce programme consiste réellement à renforcer la résilience de la population au nouveau écosystème autour du fleuve Niger. L'objectif étant de valider le plan annuel de budget, en gros du projet, le PTBA. Cette 6e session du comité de pilotage s'achève ainsi sur une note d'engagement renouvelée en faveur de la résilience climatique. Les parties prenantes promettent d'intensifier leurs efforts pour garantir un développement intégré, durable et inclusif dans le bassin du Niger au bénéfice des populations riveraines. À Dalaba, progressivement, les jeunes se tournent vers l'agriculture. La localité de Miti donne le bon exemple. La formation est encouragée. Elle porte sur les techniques innovantes. Diaré Diallo.
L'agriculture reste un pilier essentiel du développement économique et social. En Guinée, comme dans de nombreux pays africains, elle demeure un secteur stratégique, créateur d'emplois, garant de la sécurité alimentaire et levier de réduction de la pauvreté. Dans la sous-préfecture de Miti à Dalaba, plus de 400 jeunes sont désormais initiés à l'entrepreneuriat rural et aux techniques de production durable. Miti vient de former dans ses 11 districts une nouvelle vague de jeunes, de femmes et de vieux prêts à transformer l'agriculture locale. Grâce à l'initiative de la CASI-DSM, grâce à l'engagement des autorités et au soutien des partenaires, cette formation est devenue un symbole. Le symbole d'une sous-préfecture qui croit au potentiel de ces jeunes. C'est avec une grande joie que je vois également le fruit de nos efforts conjoints pour renforcer les capacités de nos producteurs en entrepreneuriat rural. Cette formation est plus qu'une simple transmission de connaissances. Elle représente un engagement envers l'avenir de notre sous-préfecture et de ses habitants. Pour ces jeunes, l'agriculture représente une véritable opportunité grâce à la formation, à l'accès aux terres, au financement. Cette formation avait pour objectif de vous outiller afin de devenir non seulement de bons producteurs, mais surtout de véritables entrepreneurs agricoles capables de créer de la valeur, de gérer une exploitation rentable et durable, et de contribuer activement à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et au développement de nos territoires. Je vous recommande les apprenants qui ont été formés que vous organisez en groupement et en coopérative. Si vous êtes en groupement et en coopérative, c'est facile au département de l'agriculture vous accompagner. La coordination des associations de jeunes de Miti, initiatrice de cet événement, annonce déjà d'autres projets. Des initiatives destinées à améliorer les conditions de vie, renforcer l'autonomisation et favoriser l'épanouissement de la jeunesse de la localité. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité. Journée porte ouverte sur la qualité, une plateforme d'échange qui s'intéresse également à la protection des consommateurs, au menu des panels et des expositions. C'est la ministre du Commerce qui ouvre les travaux. Falilou Diallo. À Conakry, le coup d'envoi des journées portes ouvertes sur la qualité donnée rendue majeur pour élever les défis liés à la sécurité sanitaire des aliments, un enjeu crucial pour répondre aux standards du commerce international. L'événement s'ouvre par un panel consacré aux infrastructures de qualité. Le consommateur est au cœur des politiques, est au cœur de l'engagement du chef de l'État à travers ce que nous consommons, à travers ce que nous produisons. Ce qui fait que le consommateur est au centre, n'est-ce pas, de ces journées, pour non seulement leur dire que l'État joue son rôle, mais l'État lui seul ne peut pas jouer, il faut aussi de la partition. Cette année, l'échange porte sur le thème la qualité, levier de compétitivité et de protection des consommateurs. Une plateforme destinée à mieux réguler les marchés grâce à la traçabilité des flux économiques. L'ambition du ministère du Commerce à travers l'ONCQ consiste à faire de ces journées un rendez-vous régulier, appelé à revenir chaque année avec des thèmes adaptés aux évolutions des marchés, des technologies et des attentes sociales. Ce rendez-vous devra permettre à la fois de dresser un bilan des progrès accomplis, de mettre en lumière les opérateurs qui font le choix de la qualité, d'identifier les faiblesses qui subsistent et de proposer des ajustements opérationnels. Pour cette première journée, le rôle du Palais du Peuple se transforme en foire dédiée aux entreprises de l'agroalimentaire, à l'image de Ibra SRLU qui évolue dans la filière café-cacao. Pour faire promouvoir notre produit que nous proposons aux autres pays. Cette aventure est partie de la passion de l'agriculture et nous avons vu, peu à peu, on a vraiment vu que nous pouvons aussi proposer à l'international. Des visites guidées se succèdent sur les stands avec des discussions axées sur l'amélioration de la qualité des produits destinés aux marchés locaux et à l'international. L'intégration des pays de la CEDEAO, c'est parti pour la construction d'un poste frontière moderne entre la Sierra Leone et le Libéria. Le délai contractuel est fixé à 2 ans. Une entreprise guinéenne réalise le projet. Kerno Maroufba. L'expertise guinéenne s'exporte hors de nos frontières.
Au poste frontalier Yendemabo, entre la Sierra Leone et le Libéria, les anciennes installations des deux côtés de la frontière vont bientôt changer de visage. Sur financement de la CEDEAO, le groupe Sogefel est sollicité par cette institution pour la réalisation d'un poste frontalier moderne. Cette entreprise a 24 mois pour livrer les ouvrages. Nous sommes très enchantés d'avoir la chance de gagner ce contrat. C'était une sélection très difficile. Et comme ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec la CEDEAO, nous avons des compétences et ça fait des années que nous délivrons des travaux de qualité. Et on va s'assurer que ce projet soit un exemple aussi, parce que c'est un projet de poste frontalier. Et on aimerait que la CEDEAO continue à nous faire confiance, qu'on puisse exécuter ce genre de projet dans d'autres frontières de la sous-région. Donc c'est une grande fierté d'abord pour lui-même, pour l'ambassade, mais aussi pour le pays tout entier, la Guinée, que l'un de nos concitoyens décroche un marché sous-régional. Et ce n'est pas n'importe quel marché, c'est la réalisation du poste frontalier entre la Sierra Leone et le Libéria, à proximité du fleuve, on peut dire carrément sur le pont Manoreba. Cette initiative de la CEDEAO vise à fluidifier la circulation entre ces deux États. Cette infrastructure aussi importante est financée par cette institution ouest-africaine. Nous allons gérer tout le processus de bout en bout. Déjà au niveau des études qui ont été menées, ainsi que l'exécution, nous gérons tout le projet de bout en bout. Donc pour nous rassurer que les États membres et toutes les parties prenantes vont respecter les délais sur lesquels on s'est mis d'accord lors de la phase contractuelle du projet. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le BTP, le contrat de ce projet frontalier de Yendemabo est le troisième grand projet que vient d'obtenir le groupe Sogefel sur le sol sierra-léonais de la part de la CEDEAO. Auparavant, cette entreprise guinéenne avait réalisé la base logistique de la CEDEAO et la rénovation et l'extension de la première université de l'Afrique de l'Ouest, Fourabé, collège de Freetown. Développement local, les impacts positifs sur la commune rurale de Koubia, plus de 9 km seront revêtus de bitume de qualité et une réponse du gouvernement en matière de mobilité. Au lancement des travaux, promesse est faite de respecter le délai et la qualité. Sarafedine Diallo, son assaillant. Les premiers centimètres de bitume tant attendus sont enfin posés à Koubia. Dans cette localité à forte identité religieuse, l'entreprise Guicopress, en charge du chantier, s'engage à respecter la qualité et les délais fixés par le cahier des charges. Pour arriver à ce stade, il a fallu qu'on passe par différentes étapes de l'installation du chantier, terrassement, ouvrage et assainissement. Et après, nous allons commencer aujourd'hui à poser le bitume, la couche de bitume qui est un bébé. Bon, nous promettons que les 9 km 300 contractuels seront réalisés à Koubia. Pour la première fois, Koubia bénéficie d'un tel ouvrage routier. Les autorités locales saluent une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de développement local engagée par le gouvernement. On pensait que c'était même utopique de dire qu'à Koubia, on va voir le goudron un jour. Quand les travaux ont commencé, on l'a acclamé avec beaucoup de pessimisme. Mais au fur et à mesure que le projet avançait, il y a eu de l'optimisme. Aujourd'hui est un grand jour pour la préfecture de Koubia. Au nom de l'ensemble des populations de Koubia, je dis merci au général président Mamadi Doumbouya pour tout ce qu'il est en train de faire. Et parce que ce bitumage-là, c'est un plus qui vient s'ajouter à la grande chaîne des actions qu'il a déroulées depuis son accession au pouvoir. Les habitants, heureux d'entendre les bruits des machines de Guicopress, promettent de préserver cette future infrastructure. Nous remercions Dieu. Aujourd'hui est un jour historique. Jamais on ne pouvait imaginer qu'on allait voir le goudron chez nous. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous remercions le président de la République, Mamadi Doumbouya. À Koubia, comme dans les autres communes urbaines de la région de la baie, les travaux de revêtement avancent. Ces actions visent à améliorer la mobilité des populations et la circulation des biens dans toute la région. Par ailleurs, accompagnement des jeunes start-up, l'ambassade d'Espagne est à la rescousse. Le projet se tient à Conakry pour la deuxième fois. De nouvelles opportunités en termes de formation sur l'intelligence artificielle. Marie-Angélique Bangoura.
L'intelligence artificielle, devenue l'ami privilégié de la nouvelle génération, attise de plus en plus la curiosité. Elle s'impose aujourd'hui comme un véritable instrument de travail, mais aussi comme un moteur d'innovation et de créativité. De nombreux jeunes, animés par un esprit d'ingéniosité, incarnent déjà cette nouvelle ère technologique. Parmi eux, certains se distinguent par leur génie créateur et la capacité à transformer des idées en solutions concrètes. Dans tout ce que je fais, j'aime intégrer l'IA et je vais continuer à l'intégrer parce que dès le début, on a commencé et on n'avait pas forcément les bonnes aptitudes avec. Mais de plus en plus, on s'améliore. De plus en plus, en rencontrant encore des personnes qui sont dans ce domaine, on échange et puis on améliore nos compétences. Ce partenariat avec les jeunes crée un pont essentiel vers des compétences d'avenir et offre de nouvelles perspectives aux porteurs de projets. Il y a des jeunes qui étaient venus avec leurs projets, ils ont présenté différents projets. À la suite de ça, il y a eu 2 lauréats qui sont même partis au Sénégal pour faire une immersion, etc., pour rencontrer d'autres entreprises, notamment dans le domaine de l'agritech et de l'agriculture. Donc, pour un futur, on va dire qu'on va vraiment intégrer cette solution IA ici en Guinée. C'est important que la Guinée soit configurée comme un des pôles de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine numérique. Et je crois que ça va permettre que le pays qui a un futur brillant avec Simandou 2040 puisse développer ses capacités et se placer en ligne dans le leadership digital numérique de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que l'Espagne, comme l'un des pôles de l'Europe, veut accompagner. Je dis toujours dans mes discours que l'Espagne ne veut seulement construire des ponts physiques, mais des ponts humains. La deuxième édition de la rencontre des startups, initiative portée par des jeunes Guinéens, vise à encourager davantage l'intégration de l'IA dans les projets. À l'enseignement supérieur, qualification des équipes sur le terrain, c'est une session sur de nouvelles approches pour mieux orienter les porteurs de projets. La formation profite à une vingtaine de conseillers à l'emploi. Kerno Ousmane Diallo. Instrument de l'État pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, la GIP renforce ses conseillers en emploi et entrepreneuriat pour accélérer la mise en œuvre de son plan d'accompagnement des jeunes. Après les séances théoriques, ces conseillers vont encadrer 300 jeunes porteurs de projets, dont 100 qui vont bénéficier d'un accompagnement complet de la GIP, notamment dans les zones de Conakry, Kindia et Mamou. Avec le projet Simandou, comme j'aime le dire souvent, c'est une transformation historique de notre économie. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Tout le monde ne peut pas être emploi salarié. Donc il y a des jeunes qui ont le flair du business, il y a des jeunes qui ont des projets, il faut savoir les mettre en œuvre. Première étape, outiller les conseils en emploi à travers lesquels les jeunes là viennent pour poser des questions. Parce que vous savez, l'opéralisation de Simandou commence déjà et qu'en mars 2026, ce sera déjà beaucoup plus en avance. Donc il ne faudrait pas qu'on rate. Pour la mise en œuvre de ce programme de renforcement de ses conseillers, la GIP bénéficie du soutien de l'ENABEL qui appuie le développement d'un écosystème entrepreneurial contribuant à l'insertion des jeunes en Guinée. Le programme en lui-même deviendra un tremplin, donc une feuille de route pour les prochains programmes d'accompagnement qui seront déployés par la GIP dans une stratégie de pérennisation, de durabilité pour permettre à la GIP de s'approprier l'ensemble des outils qui ont été développés. Aujourd'hui, nous, ENABEL, notre engagement auprès de la GIP est vraiment inconditionnel parce que pour nous, c'est un acteur majeur. Et on sait qu'aujourd'hui que le défi des autorités guinéennes ou de toute la Guinée, c'est vraiment la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Ces séances de renforcement de conseils à l'orientation vont durer 3 mois, alternant sessions théoriques et activités pratiques, avec pour vision également de former un vivier de formateurs hautement qualifiés sur les questions d'emploi et d'entrepreneuriat à la GIP. Au même moment, Semaine nationale de la sécurité routière, la sensibilisation va crescendo à Kindia. Les techniciens informent sur le code de la route. La démarche préventive, c'est en droite ligne de la période de fin d'année. Aboubakar Junior Kamala. Dans le souci de stopper des accidents de la circulation en Guinée, la GISER déploie ses équipes techniques dans toutes les capitales régionales du pays. Principal objectif, sensibiliser les populations sur les causes et conséquences des accidents qui continuent d'endeuiller des familles en Guinée. À Kindia, l'activité commence par une série de formations des conducteurs de mototaxi avant d'élargir aux chauffeurs. La Semaine nationale de la sécurité routière est une semaine d'information
d'éducation et de sensibilisation des usagers de la route. Nous appelons chacun à adopter une conduite responsable. Le conseil que je vais donner aux collègues motards, quel qu'en soit au niveau des taxis motos, quel qu'en soit au niveau des personnels, c'est d'être prudent, mettre ta vie devant d'abord. Le sujet retient l'attention des décideurs de la région, surtout en cette période de fin d'année où les cas d'accidents augmentent substantiellement dans tout le pays. Nous allons procéder d'abord à la sensibilisation de tous les grands artères de la ville de Kindia et en dehors sur la contournante nationale numéro 1 qui commence à Gariagori et qui va jusqu'à Wondi. Surtout, nous parlons nos routes maintenant nationales et parlent. Donc, quand vous respectez ces panneaux, certes, ça va vous éviter des accidents. Au nom de M. le gouverneur de la région administrative de Kindia, je tiens à remercier et à féliciter le ministère du Transport, représenté ici dans notre région par la structure Aguizère, qui ne cesse de donner des conseils, qui ne cesse d'éduquer et de former nos transporteurs. La région de Kindia a enregistré en 2025 plus de 500 cas d'accidents, dont des cas mortels. Pour changer la donne, la Guizère interpelle les conducteurs à plus de responsabilité, surtout l'utilisation des téléphones portables au volant. Face à la presse, les cadres de l'Agence nationale de salubrité publique, des thématiques sont abordées comme la problématique liée à l'insalubrité, la bonne gestion des ordures est en perspective, les nouvelles directives sont définies. Nabila Moussa Kamara. La dynamique de gestion des ordures dans les 13 communes de Conakry se renforce. Ici, les responsables de l'ANSP font face à la presse. À cette rencontre, une importante annonce est faite. La nouvelle direction s'engage à redoubler d'efforts afin de trouver des voies et moyens pour innover le ramassage d'ordures dans la capitale. Il faut aujourd'hui montrer à la population à travers le théâtre, à travers le Sanankuya, que ce qui se passe en termes d'incivilité dans les quartiers, en termes d'incivilité dans les communes, qu'il faut dénoncer. Et la meilleure façon de dénoncer pour nous, c'est de mettre les communes en compétition. Il y aura des jurys qui vont essayer de trancher. La commune qui sortira victorieuse de cette compétition, et il y aura des charrettes, il y aura des brouettes, il y aura des pelles, il y aura des outils d'assainissement qu'on va donner à ces communes. Cette ambition des responsables de l'ANASP vient appuyer la démarche du gouvernement guinéen dans la lutte contre l'insalubrité. Les cadres de l'ANSP comptent multiplier ces initiatives afin de sensibiliser la population sur la salubrité et renforcer la politique d'assainissement dans le pays. L'assainissement a besoin de moyens financiers, de moyens techniques et d'expertise. Je pense que les trois réunis, on peut avoir des résultats. Aujourd'hui, l'ANASP s'occupe de la régulation. Nous, on accompagne les communes à travers les engins, à travers les moyens financiers, parce que les camions, il faut leur donner... les camions ne tournent pas sur la base de l'eau, il faut du carburant. Il y a les chauffeurs, il y a les ébouilleurs, il y a les femmes baleuses. Tous ces techniciens-là ont besoin de salaire, ont besoin de rémunération, ont besoin de considération. Il faut professionnaliser aujourd'hui ce travail-là. Pour débarrasser la capitale des immondices, une compétition est prévue entre les 13 communes de la capitale. Une nouvelle stratégie trouvée par l'ANSP pour rendre les quartiers de la capitale propres. Vers la présidentielle du 28 décembre, la cohabitation pacifique est prônée à Sabadou-Koma, une partie de Kankan, un rendez-vous religieux placé dans le registre de la stabilité. Djamokaba. Koma est un district de la commune rurale de Sabadou-Baranama dans Kanka, lieu chargé d'histoire de récits divers où l'on retrouve les origines du président de la République, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, Koma est mobilisé pour soutenir les actions du chef de l'État. Résidents et ressortissants se donnent rendez-vous autour du livre saint pour implorer le pardon divin pour le bonheur de la République de Guinée. Cette cérémonie revêt une importance capitale car il s'agit d'invoquer la grâce divine pour la paix, l'entente et la cohésion sociale, pour le bon déroulement des élections présidentielles prévues le 28 décembre 2025 dans notre cher pays, la Guinée. Nous voulons une présidentielle apaisée en Guinée.
C'est pourquoi nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran pour promouvoir le vivre ensemble entre les Guinéens. Signe fort de l'union sacrée des Guinéens, des vœux pour le bonheur du pays dominent le contenu des invocations. Chacun est impliqué pour sauver la mère patrie, un bien commun résolument engagé sur le chemin de la refondation et du vivre ensemble. C'est le village du chef de l'État. Donc nous sommes là pour multiplier des prières en faveur du pays. C'est d'ailleurs l'un des soucis du président Doumbouya pour créer la cohésion sociale. On nous a honorés et la lecture du Saint-Coran s'est très bien passée, ça s'est très bien déroulé. Toutes les couches étaient là représentées. On remercie infiniment la population de Koma. L'initiative fédératrice est portée par le mouvement Koma Benkama pour créer la cohabitation pacifique. Autre ambition exprimée, promouvoir les valeurs d'esprit d'équipe, de pardon, de dialogue et de solidarité avant, pendant et après la présidentielle du 28 décembre 2025. Promotion des acquis du CNRD, une nouvelle structure voit le jour à Conakry. Elle se fixe pour défi de consolider la paix et l'unité nationale. Mohamed Lamine Kamara, Aboubakar Djabi. Comme annoncé, le congrès inaugural de la structure La Guinée-Malani s'est tenu à Conakry. Un rendez-vous mobilisateur qui a rassemblé des acteurs sociaux venus des différentes communes de la capitale et de l'intérieur du pays. Ensemble, ils entendent mutualiser leurs efforts pour accompagner les actions de développement socio-économique engagées en Guinée ces derniers temps. Ainsi se tient dans le dynamique de Rassemblement national incarné par la candidature de Mamadi Doumbouya et contribuer à sa manière à l'effort collectif déjà engagé. La Guinée-Malani, c'est ensemble qu'on peut avancer. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est dans l'unité que nous pouvons construire notre pays. Cette plateforme se veut une dynamique collective pour promouvoir la paix et le vivre ensemble, un enjeu majeur pour la réussite de la transition en cours. Pour les participants, l'initiative représente un levier important afin de favoriser le bon déroulement de l'élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. À travers ce congrès inaugural de notre structure, nous mettons un accent particulier sur les réalisations du président Mamadi Doumbouya. Nous devons le soutenir pour le développement socio-économique de notre pays. Depuis l'accession du CNRD au pouvoir, nous continuons à enregistrer des progrès significatifs dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle toutes les couches sociales du pays adhèrent à sa cause pour la bonne continuité des projets d'intérêt public enclenchés. La forte mobilisation observée avec des représentants venus de tout le pays traduit un engagement commun en faveur de la bonne gouvernance et du développement. Une démarche conçue comme un tremplin pour accélérer le progrès socio-économique prôné par le président Mamadi Doumbouya. Un peu plus loin, Forum des Fakolissi, 8e édition organisée dans la sous-préfecture de Nianda-Koro, une retrouvaille sur fond de prière en faveur de la cohésion sociale, occasion pour la notabilité de dresser le bilan des 4 dernières années. Marie-Simone Noël Tolno. Au centre de cette 8e édition des Fakolissi, le soutien aux acquis de développement amorcés dans le pays. Ici, dans la sous-préfecture de Nianda-Koro, les populations sont mobilisées pour exprimer leur gratitude au climat de paix et de cohésion sociale instauré en Guinée depuis la prise de responsabilité du CNRD au pouvoir. Nous le remercions déjà pour tout ce qu'il a fait en termes de bilan. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pensé réunir tous les bureaux exécutifs des multiples et différentes sections du Fakolissi, toutes les populations rurales de la sous-préfecture de Nianda-Koro. Nianda-Koro qui est la toute première ville créée sur la terre guinéenne par un Fakoli. Nous avons voulu regrouper tout le monde pour un seul objectif. Ce rendez-vous annuel des Fakolissi réunit plusieurs fils du pays issus des différentes communautés de la Guinée et des représentants de la sous-région. À cette rencontre, des bénédictions sont dites pour une élection apaisée et acceptée de tous.
dans la main, je le connais, les Kourouma, nous faisons partie des Fakol ici. Voilà pourquoi on a été tous conviés pour participer à ce grand sacrifice. À l'honneur du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous implorons Dieu aujourd'hui à Nyanda ici. Ce que nous faisons, c'est pour tout le peuple. Mon message que je dis ici est pour tout le peuple. En prélude aux élections, nous prions que le pouvoir soit fort, la vérité et le pardon. Cette structure citoyenne se fixe pour objectif de pérenniser ses activités allant dans le sens de préserver les acquis du président Mamadi Doumbouya pour le bonheur des Guinéens. Pendant ce temps, la capitale de la Guinée forestière renoue avec ses racines. C'est à la faveur de la réhabilitation de la source d'eau Zalitoma, un lieu non seulement historique mais fondateur de l'identité de la ville. C'est le patriarche Goïkoya Lambert Zobelemou qui préside la pose de la première pierre aux côtés des autorités administratives. Lancé Kamisoko, correspondance. Nichée au cœur de la ville de Zérékoré, la réhabilitation de la source d'eau des Zalitoma mobilise les populations de la capitale forestière au devant de la marche citoyenne exceptionnelle, illustrant l'unité et l'attachement des habitants à leur patrimoine. L'on retrouve le patriarche Goïkoya Lambert Zobelemou, figure spirituelle et garante des coutumes et mœurs de la région, main dans la main avec les filles et fils résidents et ressortissants, ainsi que les autorités administratives. La première pierre d'un projet aussi important qu'historique est posée pour le bien de la mémoire collective. Tous les citoyens de Zérékoré, femmes, hommes, enfants, doivent se dire qu'on a scellé un serment. Le serment qu'on a scellé, c'est de tout faire pour accomplir ce que nous avons commencé. Vraiment, nous sommes contents et je suis sûr que dans un délai très court, nous allons réaliser ce gigantesque projet. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation collective, nous nous engageons dans une démarche noble, redonner vie, dignité et éclat à cette source sacrée. Ce projet de préservation de l'identité culturelle et de promotion de nos potentialités touristiques est accueilli avec espoir dans la cité hospitalière de Zali. Quand on parle de tourisme, quand on parle de culture, quand on parle du patrimoine, le départ c'est vraiment la source de Zali. Si je vois aujourd'hui qu'il y a un processus de rénovation qui est entamé sur ce site-là, je ne fais que me réjouir. L'histoire locale nous enseigne que ce lieu sacré était la campagne du premier habitant. Et c'est en référence à la source Zali que l'administration coloniale française, par déformation linguistique, a fini par donner le nom de notre ville, Zérékoré. Valoriser cette tête de source, c'est donc célébrer l'origine des Zérékoré. Pour la Guinée forestière, la source Zalitoma est un symbole de vitalité, de résilience et de cohésion intercommunautaire, un point de ralliement qui transcende les clivages ethniques, soulignant que l'histoire et le développement peuvent avancer main dans la main. Au même moment, Festival national des arts et de la culture version 2025, lancement du tour préliminaire. On prend la température dans les 8 régions administratives et une compétition multidisciplinaire dans la phase finale est prévue à Koundara. Voyons tout cela avec Ousmane Ba. Préliminaire de la 20e édition du Festival national des arts et de la culture FENAC. À Conakry, le coup d'envoi est donné ici à Matam. Plusieurs groupes culturels de différentes disciplines prennent part à la compétition. Cette 20e édition revêt un caractère particulier car elle intervient dans un contexte où notre pays poursuit une dynamique de refondation et de promotion de l'excellence culturelle. Dans la région de Kindia, la compétition est une occasion de mettre les talents cachés sous les projecteurs. Les représentants des 5 préfectures sont au rendez-vous, chacun déterminé à remporter le premier prix. Forêt-Caria est venu avec force. Nous sommes venus avec 4 disciplines. La musique urbaine, le conte, le théâtre et la percussion. Boké est la région qui va abriter la phase finale de cette 20e édition à travers la ville de Koundara. Ici, organiser et remporter le Grand Prix est le souhait de tous. Je vous invite à profiter pleinement de cette quinzaine, à vous laisser porter par la musique urbaine, la danse patrimoniale, le théâtre, le conte
et la percussion. Dans la région de Mamou, l'événement est marqué par des prestations des artistes des différentes préfectures, sketch et danse du terroir devant un public mobilisé pour booster les jeunes talents afin d'aller jusqu'au bout. La 20e édition de la 15e et du Festival national des arts et de la culture est ouverte à tous les genres artistiques. La priorité, c'est le talent, l'engagement et la volonté des artistes à mettre en œuvre leur potentiel. Dans la région de l'Abbé, les 5 préfectures sont effectivement représentées dans la cité de Karamoko Alpha à l'occasion de ce festival. Le message vient du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, protecteur des arts et des lettres. Il s'agit du dialogue intercommunautaire pour la paix et la cohésion sociale. Dans le Sankara, c'est une forte mobilisation des artistes des 4 préfectures pour célébrer la culture dans toute sa grandeur. Chaque préfecture a ses réalités. C'est à travers ces genres d'événements qu'on peut montrer au monde entier qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de la culture. Même émulation à Cancan pour mettre en lumière les talents des orchestres et troupes de danse traditionnelles. Les prestations rappellent le vivre ensemble et la richesse culturelle de la région. On a l'habitude de faire, là on appelle quinzaine, c'est des 15 jours avant. La culture était là. Et on avait commencé à abandonner. Mais grâce à l'arrivée du CNRD, aujourd'hui, ce travail-là est mis. Dans la région des Érécoré, la richesse culturelle de la forêt est mise en exergue. Danse et folklore captivants qui auront leur place à poursuivre à la phase finale du FENAC. Je demande aux autres troupes, et malgré c'est la compétition, mais il ne faut pas faire un travail de débarras. Il faut faire un travail pour vraiment faire venir la génération montante. Ce tour préliminaire permet à chaque région de mettre la barre très haut pour pouvoir sortir l'artillerie lourde à la phase finale, prévue dans quelques jours à Koundara. Sport Open Africa de judo. 20 pays ont pris rendez-vous au Cameroun. On retrouve les États-Unis, le Canada, le Luxembourg et la République dominicaine. La Guinée s'est classée 3e avec un total de 7 médailles, dont 2 en or. Une belle performance des judokas guinéens pour la qualification aux compétitions internationales. Abdoulaye Diallo. Fidèle à sa vocation d'honorer la Guinée à l'international, le judo a encore marqué les esprits à Yaoundé lors de l'African Open. Les athlètes combatifs, à l'image d'Aminata Souma, moins 52 kg, et Mustapha Fofana, plus 100 kg, qui d'ailleurs a dompté le champion camerounais par hippon en balayage pour une durée de 16 secondes. Cette médaille, dont 2 en or, c'est la moisson qui permet à la Guinée d'occuper la 3e place parmi les 20 pays participants. Je suis vraiment fière de moi et heureuse de remporter cette médaille d'or. Je remercie le peuple de Guinée. Petit à petit, je gravis les échelons. Aujourd'hui c'est une médaille d'or, c'est la première. Donc je suis fier parce que j'ai représenté les couleurs de mon pays. Je remercie déjà ma fédération pour l'investissement qu'elle a fait. Ces résultats positifs illustrent le travail acharné de la direction technique nationale, mais également la volonté de la FEGI Judo et ses partenaires d'œuvrer pour la performance des athlètes. Nous remercions le président de la République, nous remercions notre ministère qui nous accompagne aujourd'hui. On a fait des résultats et la technique, le judo, franchement, le judo guinéen, il est content. Le Maître Samba, l'entraîneur national, a prouvé avec tout son staff aujourd'hui que le judo a de la qualité. Remercier le ministre Bogola, M. Bogola Haba, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre cette délégation dans des conditions les meilleures pour faire le résultat à cette compétition. Les médaillés, félicitations. Vraiment, ils ont été merveilleux sur les tatamis. Après le rendez-vous de Yaoundé, les judokas guinéens mettent désormais le cap sur l'Open d'Abidjan prévu du 28 au 29 novembre. Des compétitions qualificatives pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et les JO de Los Angeles 2028. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité à toutes et à tous.
Thank you.